La Citroën XM, nouvelle venue dans la catégorie des véhicules de haut de gamme, propose en plus un nouveau concept de grande routière. Elle se présente pour l'instant sous la forme d'une gamme de 4 versions essence, définie par 3 niveaux d'équipement et 3 motorisations. C'est une berline bicorps de 4,70 m, dont le poids en ordre de marche est de 1410 kg. Le volume du coffre, transformable par basculement de la banquette arrière, varie de 455 litres à 1460 litres. Les caractéristiques mécaniques de la version retenue pour notre comparatif, celle de la Citroën XM V6, sont les suivantes. La puissance est de 170 chevaux d'Inn à 5600 tours minute avec pot catalytique. Le couple est de 24,5 m/kg à 4600 tours minute. Les performances qui en découlent, le 0 à 100 km/h en 8 secondes 3. La vitesse maximum sur circuit, 222 km/h. La consommation moyenne est de 10 litres 8. La Citroën XM se positionne dans l'univers du haut de gamme selon un axe privilégié, celui de la différence. C'est l'atout principal de la XM. Cette différence s'exprime d'une part à travers le style extérieur, d'autre part à travers la technologie avancée. Le style de la XM se caractérise à la fois par sa forte personnalité et son non-conformisme. C'est une évolution du style Citroën. Le coefficient aérodynamique 0,28. La répartition des masses entre un avant compact et un arrière court. La ceinture de caisse progressivement relevée suggère les performances, la tenue de route et la sécurité active. La technologie avancée, c'est l'univers de Citroën et il s'exprime principalement à travers la suspension hydractive. Citroën crée pour la première fois sur un véhicule de série une suspension qui associe l'intelligence de l'électronique à la force et à la souplesse de l'hydraulique. Cette suspension, gérée par un calculateur, est capable d'anticiper avec intelligence les réactions de la voiture et de son conducteur. Elle choisit automatiquement l'état de suspension adapté à la situation. Associée à la traction avant, au freinage haute pression avec ABS et à la direction hydraulique à effort variable, cette suspension constitue un nouveau concept de sécurité active. Forte de ses atouts, la Citroën XM pénètre sur un marché très concurrentiel, dominé par la présence des marques allemandes. Les faits, l'opinion de la presse, la réputation et l'avis de spécialistes sur ses concurrentes démontrent la réalité de ses atouts. Présentée en 85 pour remplacer la Granada, la Scorpio a marqué une rupture de style avec le classicisme de sa sœur aînée. La Ford Scorpio existe dans 3 motorisations, 2 litres, 2 litres 4 et 2 litres 9, concurrentes de la gamme XM. Le V6 de 2 litres 9 fait face à l'XM V6. La longueur de la voiture est de 4,67 m. Son poids est de 1315 kg. Le volume du coffre est de 440 litres, transformable jusqu'à 1350 litres. La cylindrée est de 2933 cm3. La puissance est de 150 chevaux à 5600 tours minute et de 145 chevaux dans la version dépolluée. Le couple est de 23,5 m/kg à 3000 tours minute.
Les performances sont de 0 à 100 km/h en 9 secondes, mais 9 secondes 4 dans la version dépolluée. Vitesse maxi 208 km/h sur circuit et 204 km/h. La consommation normalisée est de 10 litres 1 en moyenne. Les Ford ont d'une façon générale la réputation d'être des voitures bien équipées, vendues à des prix compétitifs. La Scorpio ne dément pas cette image et l'équipement est riche, même si parfois il frise le gadget. Cependant, on remarquera, et ce n'est pas un gadget, la présence d'un ABS de série dès le bas de gamme Scorpio. L'habitabilité est généreuse grâce à la présence d'un haillon et le coffre transformable, quoique plus petit que celui de l'XM, est vaste. En revanche, c'est sur le plan de la motorisation que la Scorpio déçoit. La presse juge ce moteur poussif et le rapport poids-puissance élevé de l'ensemble engendre des performances bien faibles. Dans une version dépolluée, c'est-à-dire dans les mêmes conditions de comparaison avec l'XM, la puissance et les performances aggravent encore plus l'écart avec la Citroën. Enfin, on notera que d'une façon générale, la Scorpio est une voiture qui marche difficilement sur le marché de l'occasion. Je dirais que cette Ford Scorpio a un équipement tout à fait complet et elle a un bon ensemble sans trop de défauts. Bien que c'est une propulsion, dans des conditions délicates comme celle d'aujourd'hui où il pleut, eh bien, elle a quand même une assez bonne motricité, assez silencieuse. C'est une bonne auto globalement. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est son manque de caractère, son moteur un peu vide sur toute la plage de régime. Des plus bas régimes ou plus haut régime, le moteur reste creux, bien qu'il fasse une assez forte cylindrée de 2,9 litres, égale à celle de la XM. Eh bien, sa puissance n'est pas suffisante pour entraîner cette grosse caisse. Et c'est un petit peu dommage, car les qualités de cette voiture sont un peu gâchées. Cela dit, quelques bruits aérodynamiques quand même, que je pardonne difficilement à une voiture de ce prix. Point de vue esthétique, c'est une voiture qui ressemble à beaucoup d'autres voitures. Elle est dans la lignée des voitures actuelles, ni belle, ni moche, mais je lui reproche un manque de style certain néanmoins. J'ai connu des Ford beaucoup plus belles que ça à une certaine époque. L'Alfa 164 existe en deux motorisations, 2 litres et 3 litres. L'Alfa 164 Turbo de 2 litres de cylindrée est la concurrente directe de l'XM V6. La ligne très pure de la voiture ne laisse pas indifférent et affirme l'origine latine du projet. Lancée au printemps 87 dans le cadre du projet Typo 4 associant Saab, Fiat, Lancia et Alfa, la 164 est née sous le crayon de Pininfarina. La longueur de la voiture est de 4,55 m. Son poids est de 1250 kg. Le volume du coffre est de 505 litres. La cylindrée est de 1995 cm3. La puissance est de 175 chevaux à 5250 tours minute. Le couple est de 27 mètres-kg à 2500 tours minute. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 7 secondes 2. Vitesse maxi, 225 km/h sur circuit. La consommation normalisée est de 8 litres 1 en moyenne.
La presse est élogieuse sur le style de l'Alfa 164, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. La seule remarque observée provient du parti pris dans l'usage du plastique pour le traitement de la planche de bord. La 164 dispose d'un équipement de base très complet, bien éloigné de la politique d'option chère aux voitures allemandes. Il y a d'autre part un domaine où la réputation d'une Alfa est toujours très attendue, c'est celui bien sûr du moteur. La presse est unanime pour apprécier l'ensemble des motorisations jusqu'au superbe V6 de l'Alfa 3 litres. Puissance, souplesse, sobriété et musicalité, tout y est. Malheureusement, ici s'arrête l'éloge, car la 164 est équipée d'un train avant qui n'est absolument pas à la hauteur. La rupture avec la tradition Alfa, c'est-à-dire avec la propulsion, se solde ici par un résultat jugé bien médiocre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la motricité est délicate. La rage du turbo s'accommode bien mal de la géométrie du train avant de cette traction et nuit au plaisir de conduire. Enfin, le freinage est jugé insuffisant et désagréable. Alors Jean-Pierre, dites-nous tout. Eh bien, c'est dommage qu'avec la caméra, on ne puisse pas sentir les odeurs, car là, il y a une odeur de frein. Cette voiture a un problème de frein évident, et bien que le sol soit gras, je fais du fading. Et c'est un peu regrettable parce qu'elle a des bonnes performances moteurs. Cela dit, le moteur, il est puissant, mais la plage de puissance est extrêmement réduite. Et donc, peu de couple à bas régime, et ça, c'est un peu désagréable. Quant à la motricité, elle est carrément médiocre. C'est regrettable de savoir faire des voitures de course et pas réussir à faire un train avant de voiture de série. Moi, je trouve ça très dommage, car sinon la voiture a un bon look, moteur puissant uniquement au régime, donc bonne performance, je dirais, sur autoroute, sur autoroute allemande ou teutonne, mais pas en France en tout cas. Et par contre, les freins, c'est nul et ça peut se payer très cher en montagne sur un parcours sinueux. La série Rover 800 a été élaborée en association avec Honda et dérive directement de la Honda Legend. Deux motorisations, 2 litres et 2 litres 7, existent dans la gamme Rover et la 827i est la voiture qui nous intéresse. A noter que depuis un an, la Rover existe dans une version fastback, 2 volumes, 5 portes. La longueur de la voiture est de 4,70 m. Son poids est de 1375 kg. Le volume du coffre est de 445 litres. La cylindrée est de 2675 cm3. La puissance est de 177 chevaux à 6000 tours minute et de 169 chevaux dans la version dépolluée. Le couple est respectivement de 30 m/kg à 4500 tours minute et de 22,9 m/kg. Les performances sont de 0 à 100 km/h en 8 secondes 2 ou 8 secondes 4. Vitesse maxi, 225 km/h sur circuit et 215 km/h dans la version dépolluée. La consommation normalisée est de 9,6 litres en moyenne. Apparue il y a 2 ans pour remplacer la gamme 2600 et 3500, la série Rover 800, selon la presse, est loin de posséder la personnalité de ses sœurs aînées. Pourtant,
l'intérieur de la 827i est jugé typiquement british. L'ensemble est censé refléter le raffinement et le confort grâce à la présence notamment sur la planche de bord d'une incrustation en ronces de noyer. L'équipement de la 827 n'a rien à envier à sa grande sœur japonaise et le tout constitue un compromis prix-équipement attirant. La motorisation V6 de la 827i est jugée brillante, vigoureuse dans les reprises, mais marquant le pas dans les accélérations. Cependant, on notera que dans les mêmes conditions de dépollution que l'XM, les performances de la Rover passent en dessous de celles de la Citroën. Enfin, il y a un domaine où la voiture anglaise ne maîtrise pas encore le problème, c'est celui de l'amortissement. En effet, les amortisseurs de la Rover 800 manquent d'efficacité et perturbent le confort de conduite. Alors il y a beaucoup à dire. Parce que Rover, c'est une illustre société britannique qui vient de fabriquer une voiture qui me surprend à mains égards. D'abord, c'est une voiture qui a été fabriquée sous l'égide des Japonais, Honda en l'occurrence, et c'est une traction. Rover ne faisait jusqu'à maintenant que des propulsions. Et cette Rover, si elle a un bon moteur qui marche bien à tous les régimes, a des problèmes de train avant, de motricité. Il faut dire que aussi bien les Japonais savent faire les moteurs et les transmissions, mais ils ne savent pas faire vraiment les suspensions, car la suspension, c'est un domaine pragmatique, un domaine d'expérience. On l'a vu, et en course automobile, ils doivent confier leur moteur aux écuries de Formule 1, britanniques ou européennes, parce qu'ils ne savent pas faire. Et là, ils ne savent pas faire non plus. L'intérieur, c'est fait pour les États-Unis, c'est-à-dire c'est clinquant, c'est vaste, c'est super équipé, mais c'est toc. On a perdu la tradition Rover. En Europe, on sait faire les châssis. Qu'est-ce qu'on a gagné avec Honda? Rover a vendu son âme au diable.